Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de marquer le coup parce que le 15 août, c'est la date d'anniversaire du fondateur du Reiki, de Mikao Usui. Et pour marquer l'événement, j'avais envie de vous présenter une pratique qui est enseignée dans certaines écoles, dans certains courants du Reiki, qui est le yoga du maître. Alors peut-être que c'est une méthode que vous avez déjà apprise. Alors si c'est le cas, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que peut-être que des éléments vont venir compléter votre pratique et peut-être de préciser le sens des visualisations qui sont faites. Parce que si, comme moi, vous avez reçu cet enseignement de manière assez succincte, comme ça a été mon cas en 2006, eh bien, ça a manqué de texture, ça a manqué de substance pour vraiment essayer de comprendre pourquoi cette méthode est enseignée et sur quoi elle repose, quelle est sa philosophie, parce qu'il y a parfois des éléments avec lesquels on est un peu surpris, notamment au niveau des couleurs, au niveau des sphères lumineuses, au niveau des symboles qui sont associés, qui n'ont pas nécessairement de lien. Par exemple, le chokurei, pourquoi est-ce qu'on l'associe au front, alors que le front est quand même une zone qui est associée à un chakra en lien avec l'intuition, la spiritualité. Alors pourquoi mettre un élément qui est plutôt matériel, terrestre, physique à cet endroit? Donc là, j'avais vraiment envie de revenir sur ces différents points dans la première partie de cette vidéo et ensuite de vous présenter la pratique. Et si vous n'avez jamais entendu parler du yoga du maître, eh bien sachez que vous pourrez le pratiquer via cette vidéo sans avoir recours à votre enseignant ou un autre enseignant, parce que c'est une pratique qui ne demande pas d'initiation, hormis celle d'avoir suivi, imaginons le premier niveau, enfin là-bas c'est le premier niveau ou premier degré dans le Reiki, mais vous pouvez tout à fait l'employer sans aucun problème, peu importe votre niveau, peu importe votre pratique, si c'est une pratique ponctuelle ou régulière du Reiki, vous pourrez vraiment la faire comme vous le souhaitez. Donc tout d'abord, lorsque l'on parle du yoga du maître, il faut savoir que c'est une pratique qui n'a pas été enseignée par Mikao Usui. On n'a aucun élément attestant cela. On est plutôt sur une méthode qui a été ajoutée par la suite, et peut-être que ça correspond même à toute cette phase qu'il y a eu de Tibet-mania, en voulant ajouter au Reiki toute cette conception de la philosophie en lien avec le bouddhisme. On peut avoir notamment un lien par rapport à ça. Alors si on a un lien avec le bouddhisme, c'est quand même intéressant d'aller creuser d'aller creuser cette philosophie. Et pour ma part, j'ai vraiment le sentiment que c'est l'une des sources probables dans lesquelles les enseignants qui ont mis en place le yoga du maître ont été puisés pour ajouter cela au Reiki. Et on peut envisager donc le bouddhisme tibétain comme source, et plus spécifiquement le Vajrayana, qui est le grand véhicule dans cette branche du bouddhisme, dans lequel nous allons retrouver une pratique du yoga du maître qui se nomme le Guru Yoga. Alors en guise d'exemple, voilà le livret que j'ai reçu lorsque j'ai pris refuge en 2011 dans la lignée de Drukpa. Et il y a ce petit livret des pratiques préliminaires du Guru Yoga. Et j'ai pu donc ainsi faire le lien. Alors bien entendu, c'est quelque chose qui est personnel. Je trouve que ça correspond assez bien à l'enseignement qui est proposé, mais peut-être qu'il existe d'autres sources. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à ça. Je serais ravi de connaître un petit peu votre regard par rapport à ces éléments, et peut-être qu'il y a un lien dans le taoïsme, dans d'autres courants issus du bouddhisme, peut-être au Japon, pourquoi pas. Mais là, dans cette vidéo, on va plutôt se pencher sur la dimension bouddhiste, vraiment dans le sens, dans la philosophie tibétaine, pour essayer de mieux comprendre la pratique du yoga du maître qui est enseignée dans le Reiki. Et pour commencer, on va déjà préciser les termes qui sont employés, parce que là, je me doute que pour certains d'entre vous, le fait d'entendre parler de gourou, c'est quelque chose qui peut vous hérisser les poils. C'est un terme qui est très péjoratif en Occident.
et qui en fait n'a pourtant pas d'éléments négatifs dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, parce que c'est un terme qui est neutre en soi. Ce n'est pas parce que certains individus l'ont utilisé, l'ont galvaudé, l'ont malmené, qu'automatiquement on fait une généralité par rapport à ça. Donc on va commencer déjà par le terme de yoga. Alors le yoga, c'est quelque chose que l'on peut définir comme l'union, la méthode, la jonction, et ce n'est pas simplement faire des postures du corps avec une respiration, avec peut-être des visualisations. Ce n'est pas nécessairement que ça. Le yoga a pour fondement le fait de renforcer la connexion entre l'être humain, donc l'homme, et l'univers, la divinité, entre le microcosme, le macrocosme. Dans certains courants du yoga, il est même fait mention que cette pratique est une pratique pour aider à mourir correctement, donc une manière de se préparer à l'autre étape, par exemple. Donc on peut avoir ces différents courants. Mais là, en l'occurrence, on va rester sur cette notion du yoga qui nous permet de créer l'union. Et dans le bouddhisme, on va avoir un terme pour cela. Alors le bouddhisme, je dirais plutôt en tibétain, parce que le terme de yoga, c'est un terme sanskrit. Donc en tibétain, on va parler de Neljor, qui va être composé de deux racines. L'une qui va se définir par s'unir et se connecter, et l'autre par l'état fondamental et la nature réelle. Et le Neljor, dans cette philosophie bouddhiste et tibétaine, c'est vraiment un ensemble de pratiques dont le but, comme pour le yoga, va être de s'unir ou d'être en contact avec notre nature véritable, et par la même occasion de reconnaître la nature de notre esprit, qui est parfaite, non entachée, etc. Donc là, on retrouve beaucoup cette philosophie issue du bouddhisme. Et enfin, le terme de gourou, alors que l'on écrit avec un U ou OU, on peut le traduire par maître ou enseignant, donc il n'y a vraiment rien de péjoratif par rapport à ça. Et le terme de gourou, donc de gourou yoga, il faut savoir que dans le bouddhisme, c'est une pratique qui est une pratique ultime. On dit même que c'est l'ultime union spirituelle avec l'esprit éveillé du maître. C'est le maître, donc l'enseignant, va servir de moyen habile par lequel se relier ou par lequel accéder plus facilement à un état de réalisation, à un état d'éveil. Et dans le bouddhisme, lorsque l'on prend refuge dans une lignée avec un lama, avec un rinpoché, on va pas seulement bénéficier de l'assistance, de la présence de ce maître. En prenant refuge avec lui, on prend refuge. Alors la prise de refuge dans le bouddhisme, c'est comme un baptême. On va prendre refuge en même temps dans l'ensemble de sa lignée jusqu'en fait au commencement, jusqu'au premier gourou, au premier maître, et ainsi on bénéficie de l'influence de l'ensemble de cette lignée, de toutes les bénédictions qui peuvent nous venir afin de cultiver nous-mêmes l'état de réalisation, l'état de pleine présence, de se libérer de la souffrance, etc. Donc il y a vraiment cette idée, au travers de cette pratique du guru yoga, ou là en l'occurrence du yoga du maître dans le reiki, c'est de pouvoir se servir, c'est vrai que ça peut être un terme un peu péjoratif là, de poser son esprit, d'utiliser ce moyen habile pour bénéficier des bénédictions, des ressources dont nous avons en nous-mêmes, mais que nous ne parvenons peut-être pas à exploiter, peut-être pas à exprimer de manière la plus pérenne, la plus facile, on pourrait dire ça comme ça. Et donc là, on va se servir de ce moyen pour éveiller cet état intérieur. Alors, quand on parle d'un maître, on va avoir une représentation extérieure. Cette représentation, elle n'est pas à prendre au sens premier du terme. C'est vraiment une représentation symbolique, archétypale. Il faut éviter de voir derrière ça un aspect uniquement mondain ou magique. Non, c'est vraiment un moyen habile et pas une fin en soi pour prendre contact avec, pour
au travers de ce biais, prendre contact avec notre nature profonde et les aspects qui animent cette nature et qui peuvent nous aider à ce moment-là à nous éveiller. Donc on n'a pas du tout de notion liée à un pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir qui nous est attribué au travers de cette visualisation, ou alors encore d'être adoubé d'une mission, ou d'entrer en communication avec l'esprit d'un maître, donc de tomber là dans de la médiumnité ou du spiritisme, c'est pas du tout le cas. Donc là vraiment, il faut être clair par rapport à ces aspects-là, parce que le but c'est vraiment de se relier au travers du maître à l'essence même de la pratique et de ce qu'elle porte dans ses fondations. Celle, notamment dans le Reiki, ça va être de cultiver le bonheur, la joie et de se libérer de la souffrance et de préserver la santé du corps et la santé de l'esprit. Et pour cela, quand on apprend le yoga du maître, on va avoir une représentation trinitaire. Il y a 3 aspects sur lesquels nous allons poser notre esprit, sur lesquels nous allons travailler. 3 aspects qui vont correspondre à 3 couleurs, à 3 distorsions. On peut leur associer aussi les 3 humeurs, les 5 éléments. Il y a vraiment plusieurs correspondances possibles. Et donc là, dans le bouddhisme, ces 3 aspects vont se retrouver au niveau du front, au niveau de la gorge et au niveau du cœur. Les couleurs ne sont pas choisies par hasard, elles vont aussi correspondre aux couleurs des chakras respectifs, du front, de la gorge et du cœur. Alors vous allez voir que c'est peut-être perturbant pour vous, mais dans le bouddhisme, on n'a pas 7 chakras, mais 5 chakras, voire parfois 6, mais tout va dépendre de comment nous allons les utiliser. On va avoir une distinction entre une pratique qui est liée à la méditation et la purification de l'esprit et une pratique qui est liée à celle de le travail thérapeutique, la médecine tibétaine notamment. On peut avoir des éléments un petit peu différents par rapport à ça. Et peut-être que même vous avez peut-être déjà lu des choses sur le sujet et que là les couleurs que je vous propose sont un petit peu différentes. Alors il faut savoir que dans le bouddhisme, vous pouvez lire une chose et dans la page suivante, vous lisez son contraire. C'est pas une erreur, c'est vraiment une manière de travailler sur la flexibilité de notre esprit afin de vraiment comprendre le sens notamment de l'interdépendance et de l'impermanence. Donc vraiment, c'est quelque chose avec lequel il faut arriver à jouer. C'est une vraie gymnastique. Là où nous avons tendance, nous, à ce que tout soit bien rangé dans des cases, là, ce n'est pas le cas. Donc, revenons à nos moutons. Dans ces 3 aspects vont être associés au corps, à la parole et à l'esprit. Alors, le corps, dans le bouddhisme, va correspondre au front. On va lui associer les mudras, donc ces mudras, c'est les gestes que l'on peut faire avec les mains, ces gestes sacrés, ces gestuels sacrés. Ça va être aussi la posture du corps, donc là on peut retrouver notamment dans le yoga les différentes postures corporelles que l'on peut faire. Ça va correspondre à la couleur blanche, à la syllabe Om et à l'attachement. Dans le Reiki, pour le corps, ça va être vraiment dans la pratique du Guru Yoga. Alors, dans la vidéo, quand je vais parler de Guru Yoga, c'est vraiment la pratique issue du bouddhisme tibétain, donc dans le Vajrayana. Et lorsque je parlerai de yoga du maître, c'est vraiment dans le Reiki, histoire de pouvoir différencier les deux. Donc là, dans le Reiki, on va associer au front, on va garder des correspondances similaires. Le front, la couleur blanche, et on va même attribuer des symboles. Le Chokurei ou le Daikomyo tibétain. Alors pourquoi le Chokurei au niveau du front et pourquoi associer le corps à cette zone? Eh bien tout simplement parce que c'est ici que se situe notre ordinateur central, notre cerveau qui va gérer les réactions volontaires et involontaires de l'ensemble de notre organisme. C'est un petit peu vraiment notre ordinateur central. Et vous verrez que tout à l'heure je parlais du corps, de la parole et de l'esprit. Et l'esprit, lui, sera posé au niveau du cœur, tel qu'enseigné dans d'autres courants tels que le taoïsme, où vraiment l'esprit va se trouver au niveau du cœur. Donc c'est vrai que lorsque
dans la pratique du yoga du maître, on vous demande de visualiser le symbole du Chokurei au niveau de la tête, ça perturbe plusieurs élèves parce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, le Chokurei, c'est un symbole qui est plutôt en lien avec le corps, la matière, l'élément de la terre. Et donc l'associer au niveau du front, c'est pas très logique parce qu'on est plutôt là sur une zone qui correspond à la spiritualité, à l'intuition. Et non, en fait, on a vraiment un élément qui est très cohérent par rapport à ça. Donc d'un côté, nous avons le corps. De l'autre, le deuxième aspect va correspondre là à la parole. Alors la parole, dans le bouddhisme, ça va aussi correspondre à l'énergie, au souffle. On va l'associer à la gorge, au mantra, donc à ces sons sacrés, à la couleur rouge, la syllabe A, et la haine et la colère par rapport aux poisons, aux 3 poisons. Il y a 3 poisons dans le bouddhisme: l'attachement, le désir-attachement, la haine, la colère, que l'on peut parfois nommer différemment, et l'ignorance. Donc dans le Reiki, cette parole va... on va conserver la gorge, on va conserver la couleur rouge, et on va lui attribuer le Seiki ou le Daikomyo traditionnel. Et enfin, le troisième aspect, qui va correspondre à l'esprit, on va le localiser au niveau du cœur dans le bouddhisme. Ça va être en lien avec les différentes visualisations, aux projections et aux représentations que l'on peut se faire au travers de notre mental. On va avoir la couleur bleue, le son ou ong, alors pareil, ça dépend des écoles, et le poison, c'est l'ignorance. Alors l'ignorance, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir de vocabulaire, d'être un peu betiot. C'est vraiment en lien avec l'opacité mentale, celle de rester enfermé dans des fonctionnements qui sont délétères, dans des fonctionnements qui suscitent la souffrance, le mal-être. Dans le Reiki, nous allons conserver le cœur, la couleur bleue, et on va lui attribuer le Honshaze Shonen. Donc maintenant que tout ça est clair, on va passer à la pratique. Avant de passer à la présentation un petit peu de la méthode en elle-même, de la pratique, sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les symboles durant la visualisation. Si vous êtes au premier degré, vous avez peut-être que pour vous c'est un petit peu étrange d'avoir ces symboles, ces présentations, parce que vous ne les avez pas encore apprises. Ce n'est pas grave, vous pouvez simplement utiliser les couleurs. Et de même, si pour vous les symboles sont vraiment ne sont pas nécessaires dans votre pratique du Reiki, c'est pas grave. Utilisez uniquement les couleurs. Et pour les symboles en question, je vous recommande vraiment de commencer par le Chokurei, le Seiki, le Honshaze Shonen, et après vous pouvez passer avec les différents Daikomyo et le Honshaze Shonen. Ce qui serait intéressant, c'est de ne pas brûler les étapes, mais de rester vraiment sur une progression qui se fait de manière consciente, où vous prenez le temps de faire les choses et de les ressentir intérieurement. Donc on y va. Vous allez commencer par vous munir d'une image du fondateur du Reiki, donc de Mikao Usui. Alors si jamais vous en souhaitez une, vous irez sur mon site internet, je vous mettrai le lien et vous pourrez en télécharger. Vous pourrez notamment télécharger celle-ci. Alors vous pouvez l'imprimer, la mettre face à vous, ou tout simplement la mettre sur votre ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette, peu importe, c'est vous vous restez libre par rapport à ça. N'oublions pas, c'est simplement un support. Alors veillez vraiment à ce que la photo ne soit pas trop haute et pas trop basse, parce que sinon vous aurez tendance à faire un mouvement comme celui-ci, un mouvement comme celui-ci, et vous risquez de créer des tensions. Donc ça, faites très attention à ça. Et donc, vous vous placez en face de la photo, dans une posture confortable. Vous n'êtes pas obligé d'être en tailleur, vous n'êtes pas obligé de vous croiser les jambes. Non, vous pouvez être assis dans votre lit, dans une chaise, dans un fauteuil qui soit le plus confortable possible. Veillez surtout à, si vous êtes assis, avoir les pieds bien au sol, bien posés sur le sol, et surtout d'avoir la colonne droite, le dos droit. Ça, c'est important. Et vous pouvez commencer par quelques respirations.
pour déjà inspirer profondément, expirer de même, pour essayer de prendre contact avec votre corps, de calmer votre esprit. Et à ce moment-là, vous allez visualiser une sphère de couleur blanche au niveau du front du fondateur, donc de Mika Usui. Au niveau de la photo, vous visualisez cette lumière blanche, cette sphère blanche. Alors vous pouvez le faire en ayant les yeux ouverts, vous pouvez le faire en ayant les yeux fermés, et en projetant peut-être sur votre filtre mental, sur votre écran mental, pardon, la représentation de Mika Usui avec cette sphère. À vous de voir. Je ne vous fais que des propositions, à vous d'appliquer celle qui vous paraît la plus facile à mettre en pratique. Et si la visualisation est quelque chose de difficile pour vous, et bien dans ces cas-là, vous pouvez simplement regarder la photo et imaginer qu'il y a une sphère blanche qui apparaît sur le front du fondateur. Une fois que la sphère est apparue, qu'elle est posée, vous allez visualiser la même sphère blanche au niveau de votre front. Et à ce moment-là, vous visualisez un lien qui relie les deux sphères blanches. Et si vous souhaitez travailler avec les symboles, vous pouvez utiliser donc là le chokurei de couleur or et d'employer la respiration. Vous visualisez ce chokurei au niveau de votre front ou au niveau du front du fondateur. Et à l'inspiration, alors si vous le visualisez au niveau du front de Mika Usui, à l'inspiration, le symbole passe par ce lien, il rentre au niveau de votre front, et à l'expiration, il fait le trajet inverse. Et ainsi de suite. Vous le faites durant quelques cycles de respiration. Alors bien entendu, il n'y a pas de durée préétablie, à vous de voir. On dit souvent qu'il vaut mieux une pratique qui soit courte et efficace que longue et ennuyeuse. Donc vous pouvez commencer simplement par quelques secondes pour vous familiariser et à la longue, vous allongez le temps. Une fois que vous avez fait cette première étape, nous allons passer à la seconde étape qui va être celle de visualiser la sphère de couleur rouge au niveau de la gorge du fondateur et au niveau de votre gorge. Une fois que c'est fait, vous visualisez un lien. Alors là, j'ai laissé au niveau de la vidéo la première étape, parce qu'en effet, dans les pratiques, dans certaines pratiques de méditation, de visualisation, on va garder la première étape. Donc là, en l'occurrence, c'est on visualise les deux sphères, le lien, on garde cela à l'esprit, et on passe à la deuxième étape, tout en gardant la première visualisation à l'esprit. C'est une véritable gymnastique qui peut être difficile au début, et ne vous prenez pas la tête, ne créez pas de tension inutile. Faites la première étape, ensuite vous dissolvez, vous visualisez que les sphères et le lien blanc se dissipent, se dispersent, et vous passez à la seconde étape. Une fois les deux sphères visualisées, le rayon rouge, vous pouvez lui ajouter le seiki de couleur or, et pareil avec la respiration. La respiration, à l'inspire, le symbole part de la gorge du fondateur et va au niveau de votre gorge, et à l'expiration, le symbole fait le trajet inverse. Vous le faites durant quelques instants. Et troisième étape, vous visualisez une sphère de couleur bleue au niveau du cœur du fondateur et une sphère de couleur bleue au niveau de votre cœur, et vous créez un lien. Et là, vous pouvez travailler avec le symbole Onchaze Shonen. Si vous avez besoin peut-être de précision par rapport aux couleurs, sachez que l'on leur donne des noms dans le bouddhisme. La couleur blanche va être attribuée au blanc diamant, la couleur rouge au rouge rubis, et la couleur bleue au bleu saphir. Voilà, si ça peut en aider, si ça peut aider certains d'entre vous. Et donc voilà, une fois que vous avez fait ces trois étapes, vous pouvez rester quelques instants dans cet état de réceptivité, dans cet état de pleine présence. Ensuite, vous visualisez les différentes sphères, les liens se dissoudre. Prenez le temps de revenir à vous tranquillement avec quelques respirations profondes, et vous pouvez ouvrir les yeux si vous les avez ouverts, vous bougez tranquillement votre corps. Et voilà, et vous pouvez, si
on conserve cette démarche bouddhiste, vous pouvez joindre les mains, donc dans cette posture de gâchot, et souhaiter que cette pratique puisse contribuer à l'éveil, la libération des souffrances, l'éveil et la guérison de tous les êtres. C'est ce qu'on appelle une dédicace dans ces cas-là. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est donc une pratique que vous connaissiez déjà, que vous mettiez en application, ou si au contraire c'est une découverte pour vous. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. Et si vous avez des questions sur des aspects que je n'ai peut-être pas abordés, des éléments qui ne sont peut-être pas assez clairs, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne pratique. À bientôt, au revoir.